Bonjour à tous. Alors on va pas tarder à commencer cette deuxième édition de la Journée des Agricultures, organisée par la com entrepreneuriat du BDE Ingénieur. Donc pour commencer ce matin, on accueille Anne-Claire Vial et Jean-Paul Borde de l'ACTA, les instituts techniques de l'agriculture, qui vont nous présenter leur vision. Je vais passer les diapos, tant qu'à faire. L'agriculture et son adaptation au changement climatique, donc vu par les instituts techniques. Donc on aura en première partie un exposé de leur part et des questions du public par la suite. Suite à ça, on aura l'intervention de deux étudiants sur leur vision de qu'est-ce qu'est l'agriculture durable. Et là aussi, on compte sur vous pour interagir avec eux. Pour la suite de la journée, je te laisse. Alors on va vous présenter rapidement le programme. Donc Paul l'a dit, à 10h15 cette conférence, et donc merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Ensuite on se retrouvera à 13h15 pour une masterclass avec Thierry Blandinière, qui est directeur général du groupe InVivo et aussi parrain d'une promotion ici à l'ESA. On continuera à 14h10 avec une table ronde sur le partage de la valeur dans les filières agricoles, un gros sujet. Je vous invite à venir, même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez venir, il reste des places, donc n'hésitez surtout pas. Avec Christophe Courrousset, qui est directeur du développement agricole dans la coopérative Terrena, Anne-Cécile Suzanne, qui est agricultrice, consultante et aussi marraine d'une promotion à l'ESA. Robert, alors j'ai toujours du mal, Brugzac, vice-président de la Fédération nationale de l'industrie laitière, et Thierry Cotillard, qui est président de la société Les Mousquetaires. Ça sera animé par Olivier Mével, qui est professeur à l'université de Brest et expert sur les sujets de partage de la valeur et des marges des acteurs. On fera une petite pause d'une demi-heure et ensuite on aura une table ronde à 16h qui sera animée par Bertie Tarot, qui est professeur de sociologie ici à l'ESA. Et on aura le plaisir d'accueillir Anne-Marie Nuitins, qui est membre du bureau de France Agriputos. C'est une association qui essaye de promouvoir le lien entre la société et l'agriculture. Ensuite, on a avec Eddy Fougier, qui est politologue, consultant et conférencier. Et également Denis Couvet, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et enfin, on se retrouvera à 17h pour un entretien croisé animé par Christiane Lambert, qui est présidente du COPA, le syndicat des agriculteurs européens, et qui aussi est notre marraine de promo, la promo 123. Et on aura le plaisir d'accueillir Julien Denormandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, et Éric Orsena, qui est écrivain et membre de l'Académie française. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont inscrits. Si vous n'êtes pas inscrits, ce n'est pas un problème, n'hésitez pas à venir, on va vous trouver de la place. Voilà, c'est tout pour nous. On va maintenant laisser la place à Anne-Claire Vial et Jean-Paul Borde, que vous pouvez bien sûr applaudir bien fort. T'as deux micros, quoi ? Merci. On va peut-être se mettre sur le côté. Hop. Ah oui, très bien, parfait. Hop, si vous voulez deux micros, ça va peut-être être plus... Ah bah je prends un micro. On reste debout, on s'assied. On va peut-être reprendre la première slide. Bien écoutez, merci pour votre invitation. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que voilà, vous êtes l'avenir de la profession et l'avenir de l'alimentation. Donc c'est extrêmement important. La thématique qu'on nous a demandé de traiter ce matin, c'est le changement climatique, conséquences et leviers d'adaptation. Mais bien sûr, lors des échanges, on sera ouvert sur tous les sujets, les grands défis qui peuvent concerner l'agriculture aujourd'hui. Et vous dire également, avant de commencer, on va vous dire qui on est, bien sûr, mais vous dire également que notre postulat de départ dans cette présentation, c'est de vous montrer que contrairement peut-être à ce que certains croient, on agit déjà en France depuis des années. On est un grand pays agricole, on est un grand pays avec une grande recherche agricole et qu'aujourd'hui on fait énormément de choses qui malheureusement ne sont pas sues et on va essayer de vous donner un petit peu à voir et les politiques publiques qui sont en cours et des résultats que l'on a déjà ou que l'on espère avoir. Donc si on passe à la première slide. Donc moi je suis agricultrice dans la Drôme.
Aujourd'hui, notre fils de 32 ans a rejoint l'exploitation. Donc nous, on est 100% irrigués sur 100 hectares à l'eau du Rhône et on fait toute une diversité de semences, de légumes de plein champ et de plantes à parfum. Et donc je suis présidente de l'ACTA. Jean-Paul se présentera quand tu prendras la parole, qui est directeur général. Et l'ACTA, c'est l'association de coordination des instituts techniques agricoles. Donc les instituts techniques agricoles, il y en a 19 en France. C'est une spécificité française. On ne trouve ça nulle part ailleurs dans le monde. Et vous voyez ici les logos. Donc voilà, il y a la vigne, le porc, les fruits et légumes, enfin les céréales, les oléoprotéagineux, l'abeille, l'agriculture biologique, etc. Ça représente aujourd'hui 2400 collaborateurs sur l'ensemble de nos instituts. Alors si on prend la slide suivante, qu'est-ce qui est extrêmement intéressant dans ce modèle français? C'est que, vous voyez à gauche, vous avez tous les acteurs de la recherche. Donc là, on a mis INRAE, mais voilà, il y a les universités, il y a bien sûr les écoles d'ingénieurs, il y a des chercheurs, etc., qui travaillent sur les niveaux de maturité technologique les plus bas. De l'autre côté de la chaîne, vous avez les agriculteurs, avec ceux qui les accompagnent, le réseau des chambres d'agriculture, les outils économiques, on a mis la coopération, on a aussi toutes les écoles, etc. Et nous, les ITA, on est au milieu. Et notre intérêt et notre spécificité, c'est qu'on est en capacité de parler avec les deux bouts de la chaîne. Donc on est là à la fois pour avoir donné des avis sur les politiques publiques, mais aussi susciter des nouveaux sujets, faire de la prospective. Et donc, on est en capacité de discuter à la fois avec les acteurs, les chercheurs de la recherche fondamentale, mais aussi avec l'utilisateur final. Et ce qui se dit partout, dans tous les domaines, et pas seulement l'agriculture, si on veut que l'innovation soit la plus pertinente et qu'elle atteigne le plus rapidement sa cible, il faut toujours mettre en contact et l'utilisateur final et le chercheur. Et c'est ça le modèle qui a été construit en France historiquement. Donc voilà, Jean-Paul, je te laisse prendre la suite, si je me souviens bien. Oui, donc je n'ai pas dit, excusez-moi, effectivement, tout n'était pas sorti. Les instituts techniques ont un conseil scientifique, on a une charte d'éthique, on est qualifié par l'État tous les 5 ans, on est défini dans le code de la recherche, on est reconnu d'intérêt général dans le code rural. Voilà, c'est juste pour finir un petit peu la définition de ce que nous sommes. Jean-Paul. Voilà, alors, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet pour lequel vous nous avez sollicité. Et donc, avec la présidente, on va faire un duo pour vous présenter différentes facettes de ce que l'on fait, de ce que l'on travaille pour s'adapter au changement climatique. Alors, avant de rentrer dans les actions de recherche que l'on conduit autour de l'innovation, peut-être je dois vous rappeler peut-être quelques grandes constantes liées au changement climatique. Il y a 3 choses différentes qui composent ce changement climatique. Alors ça, c'est issu des travaux du GIEC et puis des chercheurs qui travaillent à INRAE, notamment sur le climat. La première chose que l'on a tous en tête, c'est le changement tendanciel. C'est-à-dire, il y a une élévation de la température globale, donc au niveau du globe, et donc dans nos contrées aussi. Petite remarque, les experts climatologues pensent qu'aujourd'hui, le réchauffement sur le territoire français va être plus rapide et plus important que dans le reste du globe. Puisque le réchauffement tendanciel, c'est une moyenne terrestre, mais il y a des endroits du globe qui vont se réchauffer plus ou moins vite. La France est probablement un des endroits où le réchauffement va être plus important qu'ailleurs dans le monde. Donc c'est un point de préoccupation intéressant, important. Pour l'agriculture, ce changement tendanciel, ce n'est pas le plus grave ou le plus impactant parce qu'il se fait sur un pas de temps assez long, à l'échelle, on va dire, de l'agriculture, et on a des processus d'adaptation tendancielle. Voilà, on peut adapter des variétés à des changements de température, des changements de pluviométrie, on peut adapter les pratiques culturales, mais voilà, ça c'est la tendance. Ce qui est plus embêtant, c'est le point numéro 2, c'est la fréquence
des événements climatiques extrêmes. Alors les événements climatiques extrêmes, c'est les aléas, c'est-à-dire les tempêtes, les coups de grêle, les coups de froid, les coups de chaud, les crues, etc. Et ça, c'est des événements qui restent rares quand on regarde la météorologie passée. Mais avec le changement climatique, ces événements rares vont être plus fréquents. Et c'est ce que l'on mesure depuis ces dernières années. Hein. On voit des gels tardifs, on voit des coups de vent, des grêles, enfin, etc. Des inondations, bien sûr. Et ça, c'est plus embêtant parce que ça a un caractère aléatoire. Donc, on a de la difficulté à le prévoir. Et deuxièmement, c'est très impactant. C'est-à-dire, lorsqu'on a un gel tardif, ça peut avoir un impact très important sur tout un bassin de production. Celui-là, il est quand même embêtant à l'échelle agricole. Et puis le troisième point, c'est la variabilité saisonnière interannuelle. C'est que, et ça on le voit bien, ça aussi c'est un peu embêtant pour l'agriculture, c'est qu'on n'a pas 2 années qui se ressemblent. On a un changement tendanciel, mais on a des années avec des hivers pluvieux, des étés extrêmement secs, des années avec des gels tardifs, enfin bon voilà. Donc on a une variabilité interannuelle qui est plus forte que ce que l'on connaissait. Donc c'est ça, les 3 paramètres du changement climatique sur lesquels on travaille, évidemment. Et lorsque on travaille sur le changement climatique et qu'on travaille sur l'adaptation au changement climatique, il faut passer par la case, mais quel impact ça a ? Parce que quand on comprend l'impact qu'ont ces changements, on peut travailler et déployer des programmes de recherche. Et on vous présentera avec la présidente quelques programmes, hein, parce qu'on ne présentera pas tout, évidemment. Alors, je voulais vous montrer ce montage que j'ai fait là, parce que quand on parle de changement climatique, on a souvent en tête les sécheresses estivales, les déficits hydriques, etc., des étés plus chauds. On oublie un petit peu, et à mon avis c'est dommage, qu'il n'y a pas que ça. Et notamment, ces changements vont probablement s'accompagner chez nous, hein, c'est pas vrai partout, mais chez nous par des hivers plus pluvieux et plus doux. On en a un excellent exemple cette année, puisque voilà, je crois qu'on a rarement rencontré ça à cette échelle au niveau français. Et donc ça crée d'autres problématiques. Et l'impact, par exemple, de l'excès d'eau dans le sol peut être aussi préjudiciable que l'impact d'une sécheresse. Alors évidemment, on va rentrer dans un cycle où on risque d'avoir les deux simultanés. Alors il y a d'autres choses, comme par exemple la grêle, des aléas, etc., des gels tardifs. Ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est compliqué, mais on doit le prendre en compte. Parce que si on ne le prend pas en compte, ça va mettre en danger pas mal de filières de production agricole dans notre pays. Alors, dernier point, alors ça c'est sur les espèces, leur croissance, etc. Ce changement climatique va aussi avoir un impact sur ce qu'on appelle les bioagresseurs, et notamment les insectes, peut-être les maladies, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, sur les insectes, il y a un impact qui est réel, que l'on mesure déjà, qui est le fait de plusieurs choses. D'abord, vous savez que les échanges, les transports favorisent la circulation des ravageurs. Il y a des ravageurs, si on prend Diabrotica par exemple sur le maïs, si on prend la pyrale du buis, si on prend d'autres ravageurs, ils viennent d'autres pays. Et ça a toujours existé. Alors c'est amplifié par les transports et les moyens de communication. Mais la différence, c'est que certains de ces ravageurs maintenant trouvent chez nous des conditions favorables à leur développement, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Auparavant, il y avait l'effet régulateur du climat qui fait que le parasite qui venait d'un pays chaud, après 3 ou 4 hivers, il disait ça suffit, je rentre à la maison. Bref. Mais là, on a des situations qui peuvent permettre à certains ravageurs de s'installer, alors que ce n'était pas le cas. Et l'autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est que certains de ces ravageurs font des cycles de reproduction supplémentaires. Comme on a des sommes de température qui sont plus élevées, vous avez des générations supplémentaires et donc ça provoque une pression parasitaire plus forte. Donc on pense que les insectes vont se développer. Il y a un suivi des espèces invasives qui est fait. Et en fait, on a, quand on regarde les espèces invasives qui viennent de l'extérieur et qui se développent chez nous, d'intérêt agronomique. Je ne parle pas de celles qui passent, qu'on voit, dont on ne sait pas mesurer l'impact. Mais on dépasse une centaine sur une dizaine d'années. Et ce taux d'importation de ravageurs exogènes augmente d'année en année.
Donc, conclusion, vous voyez, ce changement climatique, il faut avoir en tête que ça aura plein de conséquences très différentes sur un certain nombre de choses. Alors, un exemple sur les productions blé et maïs. Vous avez ici la courbe du rendement moyen ferme française sur deux espèces importantes, le blé en vert et puis le maïs en rouge. Donc vous voyez que pendant des années, depuis les années 60, on a une variabilité, mais on a un effet tendanciel qui est permis par l'amélioration des pratiques culturales, la génétique, le choix des variétés, etc. Et puis, arrivé à la fin du siècle, là, dans les années 95-2000, on voit qu'il se passe autre chose. Il y a un tassement de la productivité. Et ce tassement de la productivité, quand on l'analyse, donc ça nous a interpellés, quand on va voir à quoi il est dû à l'effet du climat. Alors pour le blé en vert, là, la variation, elle est surtout due, alors il y a le stress hydrique bien sûr, mais il y a aussi le poids important des températures élevées pendant la phase de remplissage du grain. C'est une phase qui est très sensible à la température. Une graminée, au-delà de 25 degrés pendant la phase de remplissage du grain, stoppe son fonctionnement et donc les translocations, les transferts de matière sèche de l'appareil végétal vers le grain sont stoppés. Donc c'est un jour ouvré, c'est un jour de congé pour la plante, elle ne travaille pas, et donc ça limite le remplissage du grain. Eh bien c'est ce que l'on mesure très directement, c'est la première variable qui est corrélée au rendement du blé. Alors il n'y a pas que ça, hein, il y en a d'autres, il y a le stress hydrique par exemple, mais c'est ce qui explique le tassement. La génétique aujourd'hui n'arrive pas à compenser ça. Alors, elle l'amortit, c'est-à-dire que si on avait continué à travailler avec les variétés d'autrefois, l'effet de tassement aurait été plus fort. Donc, il y a un effet d'amortissement. Mais aujourd'hui, il y a un vrai challenge pour trouver des variétés qui dépassent cette barrière physiologique. Et donc, il y a des travaux, mais la présidente vous en parlera parce qu'elle a suivi ça mieux que moi. Il y a des travaux avec des blés étrangers qui, eux, sont dans des conditions de température plus élevées et il faudrait pouvoir passer cette barrière physiologique des 25-27 degrés qui pourraient nous ouvrir d'autres horizons. Bon, sur le maïs, bon là, ce n'est pas les sommes de température, c'est plutôt la sécheresse estivale voilà, qui fait qu'on a un tassement du résultat, moins fort que sur les espèces d'hiver, vous voyez. Donc, c'est parce qu'il y a aussi l'effet compensatoire de l'irrigation à l'échelle nationale. Et alors, le dernier point que je voulais vous faire remarquer sur ces deux courbes, vous avez vu les dernières années la variabilité du résultat. Ça traduit la variabilité interannuelle climatique. Donc cette variabilité interannuelle, elle va être de plus en plus forte. Et ça, c'est un gros inconvénient sur le fonctionnement des exploitations agricoles, parce qu'une exploitation agricole peut s'adapter à une érosion tendancielle du résultat. On peut trouver des... Mais si on vit 2 années ou 3 années ou 4 de suite avec des problématiques de productivité, donc de résultats économiques, ça peut finalement mettre à genoux une exploitation, non pas parce que la tendance est mauvaise, mais parce que l'aléa est trop fort et les systèmes de production actuels ont de la difficulté à absorber ça. Donc c'est un point, cette variabilité, très important dans les recherches que l'on mène. Je vous ai montré des impacts sur des céréales, je vous montre l'impact sur les productions herbagères. Hein. Et là où je veux en venir, c'est que ça va toucher tous les secteurs d'activité, y compris les productions animales, à la fois sur l'animal, bien sûr, mais aussi sur la capacité à alimenter ces animaux. Il y a des travaux assez anciens qui ont été faits et qui se confirment d'ailleurs. Vous avez ici le diagramme. Alors, oui, bon, ben, ça ne marche pas, c'est pas grave. Vous voyez à gauche, là, le diagramme de la pousse de l'herbe. Alors vous voyez que on part au début de l'année, là au mois de janvier, la pousse de l'herbe augmente, passe par un pic au printemps, ensuite ça redescend, vous avez un rebond là au mois de juin, voilà. Puis après vous avez le creux de la période estivale et vous avez le regain, la repousse à l'automne. Quand on fait des projections, vous voyez, si vous prenez la courbe orange, la projection que l'on fait pour la fin du siècle, globalement, on voit que la pousse de l'herbe se déforme
Et on a beaucoup plus de production sur la période hivernale, moins en période estivale. Il est possible que l'on ait un retour en période automnale, ça c'est possible. Et donc ça veut dire que les calendriers fourragers vont être perturbés par cette amplification des cycles. Et ça pose des difficultés, et vous avez déjà des éleveurs qui anticipent ça en disant, bon, ben, autrefois on avait besoin de 30% de stock de report d'une année sur l'autre parce que ça permettait de faire face à des déficits de production. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut aller au-delà de ça, parce qu'on peut avoir des déficits plus importants et on peut avoir 2 années de suite des problématiques de récolte des fourrages. Donc vous voyez, ça a un impact direct sur le fonctionnement et l'économie de l'exploitation. Un autre exemple sur les productions pérennes, et là je vous montre un exemple sur la vigne, qui connaît très bien ça, parce que la vigne note depuis plus de 100 ans les dates de récolte les vendanges. Et on voit très bien que depuis déjà plusieurs décennies, alors que les cépages n'ont pas changé, hein, c'est pas comme pour les cultures annuelles, les cépages sont les mêmes, les pratiques culturelles ont un petit peu évolué, mais surtout le changement climatique fait que les dates de récolte sont avancées. Ça, on le savait. Mais donc là, vous voyez, c'est une courbe de la précocité de récolte qui traduit ça. Mais je voulais vous montrer ça parce que sur la vigne, l'augmentation des températures pendant la période estivale, la période de maturation du grain, a des conséquences sur la qualité du produit. Et donc, vous voyez, jusqu'à présent, je n'ai parlé que de quantité, mais il est possible aussi que, et à mon avis, il est inéluctable que ça ait un impact sur la qualité. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le vin? On a des vins qui augmentent en degré alcoolique, parce qu'on fabrique plus de sucre, etc. Donc, le degré alcoolique augmente, mais l'acidité diminue. Et donc, en qualité du vin, on perd en capacité de développement des arômes et en capacité de conservation. Donc, c'est déjà un problème aujourd'hui, et la filière viticole, mais ça, la présidente pourra vous en parler aussi, la filière viticole a un grand plan d'adaptation qui a été réfléchi avec les professionnels, terroir par terroir, parce que les conséquences ne sont pas exactement les mêmes, où les viticulteurs réfléchissent à quels sont les leviers d'adaptation que l'on peut travailler. Par exemple, dans les instituts techniques chez nous, l'Institut technique du vin travaille sur la capacité à limiter le degré alcoolique des vins pendant la phase de vinification. Je vous montrerai aussi d'autres expériences où on essaie de travailler sur l'ombrage des vignes pour essayer de limiter l'ensoleillement et provoquer des difficultés par la suite. Voilà, alors maintenant je vais repasser la parole à la présidente qui va vous parler d'un sujet qu'elle a suivi très particulièrement, qui est le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Et le ministre de l'époque, avec la ministre donc Julienne de Normandie, qui va nous rejoindre là, et la ministre de l'Environnement à l'époque, donc ont demandé à l'ACTA et donc à la présidente de présider un des groupes du changement. Voilà. Alors, rassurez-vous, on va revenir sur les solutions et ce qui est travaillé, mais on voulait aussi profiter de cette présentation pour vous parler un peu de ce que sont les politiques agricoles en France. Donc, juste vous dire, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon le PNDAR, que vous avez peut-être entendu parler. Nous avons en France un programme national de développement agricole et rural qui généralement se cale sur les réformes de la PAC et qui donne des indications extrêmement fortes d'orientation. Donc, vous savez, aujourd'hui, la transition agroécologique et le développement durable, très clairement. Donc, nous sommes soumis à ces injonctions de cet ordre-là. Et donc, je voulais vous donner à voir le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, parce que c'est une politique qui a été conduite en 2021. Donc c'est Julien de Normandie qui était ministre de l'Agriculture à l'époque. C'est pour vous dire que voilà, la France, contrairement à ce qu'on lit des fois dans les médias, s'occupe bien de ces sujets-là. Et donc, il y a eu un grand plan qui a été mis en place, qu'on a appelé ainsi, et donc sous le double patronage du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. C'est important de le dire et vous allez voir pourquoi. En fait, ce plan, il a eu 3 pieds, il a eu 3 axes d'études.
Le premier axe, ce qu'on appelle ici se doter d'outils d'anticipation et de protection de l'agriculture dans le cadre de la politique globale de gestion des aléas climatiques, ça répond à ce que Jean-Paul vient de vous expliquer, c'est-à-dire mettre en place un système assurantiel digne de ce nom pour permettre aux agriculteurs de passer les mauvaises années. Voilà, parce que sinon la trésorerie est à sec et vous ne vous relevez pas, comme Jean-Paul l'a dit. Donc là, très clairement, la concrétisation de ce premier point, ça a été dans la réforme de la PAC actuelle, de l'argent du deuxième pilier qui vient financer une partie de la multirisque climatique que peuvent prendre les agriculteurs pour être indemnisés en cas d'aléa climatique. Le troisième point, je ferai le deuxième après, le troisième point, partager une vision raisonnée des besoins et de l'accès aux ressources en eau mobilisables pour l'agriculture sur le long terme. C'est un point extrêmement important. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'échelle mondiale, comme en France, il y a 3 enjeux sur l'eau qu'il faut vraiment avoir en tête, les 3 en même temps. C'est d'abord, sans eau, il n'y a pas de production alimentaire. Donc ça, c'est un véritable défi. Le deuxième sujet, c'est celui de la santé et du sanitaire. C'est le sujet de l'eau potable et de l'assainissement. Sans eau potable, sans assainissement, on connaît ce qu'il peut y avoir, les risques d'épidémie, etc. derrière. Et puis le troisième enjeu de l'eau, c'est le maintien des écosystèmes. Et on est confronté à cela. Voilà. Et donc ce troisième groupe, eh bien, j'ai envie de dire, on continue en France, que ce soit avec les agences de l'eau, que ce soit avec ce qu'on appelle les programmes territoriaux de gestion de l'eau, puisque aujourd'hui les préfets de département sont à la manœuvre et les préfets de région sont à la manœuvre sur ces sujets-là. Avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de l'eau, il faut continuer de travailler pour savoir comment on va faire évoluer ce dossier-là sur les 3 thématiques que je vous ai évoquées. Et donc le deuxième thématique que nous avons co-présidé à l'ACTA, renforcer la résilience de l'agriculture. Et donc on va passer à la slide suivante qui dit voilà ce que nous avons fait. Donc on a d'abord mobilisé des experts. On a mobilisé les meilleurs experts français, où qu'ils soient, pour demander leur avis, pour leur dire c'est quoi aujourd'hui, à date, les connaissances que l'on a. Jean-Paul va vous montrer ça et va vous montrer comment aujourd'hui, il y a une seule base de données à l'échelle nationale qui rassemble toutes les informations que l'on a des experts sur ce sujet précisément. On a interrogé ce qu'on appelle les filières agricoles, de manière plus technique, les interprofessions. On leur a demandé d'écrire chacune le plan dans les 5 ans qui viennent qu'ils allaient mettre en place pour se prémunir contre les effets du changement climatique. On a associé à cette discussion les parties prenantes aussi. C'était extrêmement important d'avoir l'avis des différentes associations. Et puis, tout le réseau des chambres régionales ont conduit des diagnostics territoriaux. Et donc, dans chacun de nos départements français aujourd'hui, on a des documents de diagnostic et des pistes qui sont présentés. Alors, je vais laisser Jean-Paul vous dire l'état des connaissances. Voilà. Et juste avant que Jean-Paul commence, excusez-moi, dire que la politique filière, les politiques, puisqu'on a demandé à chacune des interprofessions de dire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire la vigne, les fruits, les céréales, enfin, etc. Et l'élevage est totalement concerné également. Il y a un suivi qui est assuré par l'État, par France Agrimaire en l'occurrence. Donc, ce dossier qui a été traité en 2021, il suit son cours aujourd'hui. Voilà, alors donc, comme vous l'avez compris, c'était une action que les ministres nous ont demandé d'engager. Et comme souvent d'ailleurs, c'est en très peu de temps. Voilà, mais c'est comme ça, il faut s'adapter à l'accélération du temps politique. Et donc la première réaction que nous avons eue, c'est de dire on ne va pas réinventer la planète. Compte tenu du temps que nous avons, il faut s'appuyer déjà sur les expertises qui existent et les groupes de travail qui existent. On ne va pas réinventer des groupes en quelques mois. Et donc c'est pour ça qu'on a mobilisé, Anne-Claire en a parlé, le RMT Climat. Alors le RMT Climat,
Voilà, c'est un jargon interne, c'est un réseau mixte technologique ou thématique, comme vous voulez. C'est des groupes d'experts qui se réunissent sur une thématique donnée, d'horizons divers, hein. Ça peut être des instituts techniques, de la recherche, de chambres d'agriculture, de coopératives. C'est les meilleurs experts qui sont aujourd'hui, qui existent en France sur le sujet. Voilà. Il y a des enseignants aussi, bien sûr, j'ai oublié. Voilà. Et donc ces réseaux, c'est très important parce que ça permet de faire avancer les fronts de science et les questionnements et les projets. Et donc il y en a un qui s'est constitué, qui s'appelle le RMT Climat. C'est les experts que l'on connaît qui ont quelque chose à dire ou une expertise à faire valoir en termes d'adaptation au changement climatique. Il y en a une quarantaine à peu près, et donc on leur a dit, voilà, il faut que vous travailliez avec nous sur ce dossier, et il faut que vous regardiez en priorité comment on peut déjà faire l'inventaire des leviers que l'on connaît, c'est-à-dire un peu l'état de l'art, ce que l'on connaît et que l'on peut mettre à disposition des agriculteurs pour commencer à s'adapter au changement climatique. Bon, bien sûr, ça ne suffira pas, hein, il faut continuer à travailler, mais c'est déjà une première étape. Donc voilà, donc on est arrivé à identifier une centaine de leviers, j'y reviendrai tout à l'heure. Décidément... ah oui, mais il doit être tellement petit qu'on ne le voit pas, d'accord. Et donc, vous voyez que dans ce réseau d'experts, ce sont des experts qui touchent un peu à tous les sujets. Parce que le changement climatique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'une question d'agronomie. C'est une question aussi de zootechnie, c'est une question d'eau, c'est une question de génétique, etc., etc. Et donc, tous ces experts ont travaillé et... La première chose qu'ils ont fait, c'est d'essayer de mettre à plat tout ce que l'on connaît des leviers. Alors c'est une matrice, c'est un bout de la matrice pour vous montrer un petit peu les liens. Ce qui est important, c'est que on puisse faire l'inventaire qui va nous servir à deux choses. D'une part, à regarder ce que l'on sait et à voir comment on peut le mettre à disposition plus rapidement des agriculteurs, mais aussi à identifier ce qu'on ne sait pas. Quels sont les trous dans la raquette? Parce que ces trous, pour nous, c'est important. Ça veut dire que là, il faut qu'on travaille et qu'on mette en place des programmes de recherche pour avancer là-dessus. C'est pour ça que vous voyez un logigramme avec des liens, et ça nous permet aussi d'identifier les trous dans la maquette. Alors, on a fait cet inventaire des leviers, on en a trouvé à peu près 110, et aujourd'hui, il y a une matrice qui existe, vous l'avez sur le site de l'ACTA, hein, vous pouvez la questionner. C'est une matrice qui fait l'inventaire de tous ces leviers, et on a voulu, avec les experts, dire, voilà, qu'est-ce que l'on peut faire au niveau de la culture, au niveau de l'animal, au niveau de la parcelle, au niveau de l'exploitation, au niveau du territoire, concrètement, qu'est-ce qui est disponible, quel impact ça a, quel coût ça représente, parce que pour un agriculteur, c'est important de savoir non seulement ce à quoi ça sert, mais aussi combien ça coûte, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et vous voyez qu'on touche à peu près tout. On touche sur les pratiques d'élevage, on touche aux races et aux variétés végétales, on touche aux techniques culturelles, aux aménagements, aux paysages, à l'accès à l'eau, les agroéquipements, les bâtiments, et puis aussi à la formation. Bon voilà, donc on a un paysage aujourd'hui en France où on sait de quoi on part. Bon alors ça ne fait pas tout, mais c'est quand même important. Alors je vous ai amené un petit dépliant qu'on a fait, j'en ai amené quelques exemplaires, je les mettrai tout à l'heure à disposition, hein. Alors malheureusement, j'en ai pas autant que ce qu'il y a de présent, mais vous pouvez aussi le télécharger, je vous ai mis l'adresse là, vous pouvez le télécharger sur le site de l'ACTA, et ça c'est un peu la mise à plat de ce que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi des pistes de recherche sur lesquelles on travaille. Et alors vous voyez, d'après le mapping là, vous voyez, il y a 3 niveaux, l'exploitation, la parcelle et puis l'animal. Vous voyez qu'il y a une multiplicité de leviers. Alors ça indique une chose, ça indique, et on le verra en conclusion, que pour faire face au changement climatique, on ne pourra pas faire face au changement climatique uniquement avec des variétés ou des races adaptées. Bien sûr, il le faut. C'est un point de départ très important, de mon point de vue, mais il va falloir aller chercher différents leviers et les composer. Et la complexité de ce travail, c'est d'aller chercher les leviers les plus pertinents dans chaque situation. Et ces leviers, cette combinaison, elle ne sera pas la même selon les endroits. C'est ça qui fait la complexité du sujet.
Et donc, on a besoin encore de travailler pour voir quels outils on va pouvoir mettre à disposition des conseillers, des enseignants et des agriculteurs, pour ne citer que ces trois. Voilà, je vais vous parler maintenant. Donc voilà, on a brossé le paysage un petit peu du changement climatique, qui est un vrai grand sujet pour l'agriculture française. Tous les instituts sont tous mobilisés sur ce sujet. Peu ou prou, évidemment, hein, selon les impacts. Ça fait partie des axes majeurs de travail aujourd'hui qui sont contractualisés avec le ministère, par exemple. Alors, ce n'est pas le seul, évidemment, il y a aussi d'autres choses. Mais c'est vraiment un axe majeur et qui touche tous les instituts, toutes les filières. Alors, je voulais vous montrer, j'ai amené ici quelques exemples, parce que je pense que vous avez aussi envie de voir les sujets sur lesquels on travaille. Je vous ai amené des exemples qui donnent un peu une idée des fronts de recherche que l'on ouvre pour essayer d'ouvrir de nouvelles voies permettant de s'adapter au changement climatique. Alors le premier, je vais laisser la présidente en parler parce qu'elle le connaît bien. Le premier, c'est l'aspect génétique. Alors je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la génétique est un point essentiel. Il n'est pas suffisant, mais il est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas affronter le climat à venir avec les variétés que l'on avait autrefois ou que l'on a aujourd'hui. C'est comme si on allait aujourd'hui dire tiens, je vais aller cultiver les variétés que j'ai à Angers, là, je vais aller les semer en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc. Bah, elles n'ont pas été sélectionnées pour ça. Ça n'irait pas du tout. Voilà. Et donc, c'est important d'avoir une base génétique revue et corrigée, mais il y a toute une complexité autour de ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc il y a une chose que l'on a faite. Alors, vous voyez, j'ai utilisé un terme, là, je ne sais pas si vous connaissez ça, le phénotypage haut débit des variétés. Alors, quand on veut voir, on a une grande diversité génétique hein, en France, sur les céréales, par exemple, et d'autres espèces. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les espèces, mais pour les céréales, c'est vrai. Et dans le monde, c'est encore plus vrai. La question, c'est de dire comment je fais pour repérer la variété parmi des milliers qui a un caractère intéressant. Parce que, par exemple, la pousse de la dernière feuille va être plus petite que la précédente, et donc que la moyenne, et donc l'évapotranspiration va être moindre, et donc ça va donner un caractère de résistance au stress hydrique, par exemple. Vous voyez, pour aller chercher ça, c'est très compliqué compte tenu du grand nombre de variétés que l'on a. Donc on a été obligé d'inventer la notion de phénotypage haut débit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le phénotypage, c'est le fait d'observer une plante ou un animal et de le décrire par ses signes extérieurs. La longueur de la feuille, la vitesse de pousse, la longueur des tiges, la couleur, etc., etc. Ça, c'est le phénotypage. On caractérise le phénotype. Bon. Et donc, quand on veut caractériser des milliers de variétés, il faut avoir une armée chinoise pour aller observer ça, parce que c'est un travail considérable. Les sélectionneurs font ça. Hein. Et donc, on a été obligé d'inventer ceci, là, cette espèce d'arche, là. Alors, vous ne le voyez pas très bien, là, mais j'ai mon pointeur... Bon, bref, bon, voilà. Vous voyez une espèce d'arche rouge, là, et vous voyez, au bout, il y a des capteurs. En fait, on a dit il faut imaginer des capteurs et des algorithmes qui remplacent la notation faite par l'humain, parce qu'on n'aura pas la capacité à faire ça à haut débit. Et donc, il y a un travail qui a été fait pour mettre au point ces capteurs, les algorithmes de traitement, et donc on mesure avec des lasers, des lidars, des spectromètres, etc., qui passent en permanence sur des collections de variétés, et donc qui nous permettent tous les jours d'avoir exactement la description de ce qui se passe au niveau du végétal. Voilà. Et donc en fait, le métier a changé, puisque maintenant on regarde la masse de données que cela donne pour l'interpréter et regarder ce qui se passe au niveau du végétal. Ensuite, lorsqu'on a fait ça, qu'on trouve une variété intéressante, parce qu'on voit qu'elle résiste bien, etc., eh bien, on va regarder sa cartographie du génome pour voir quel est le caractère génétique qui est à l'origine de ça. Et l'idée que l'on a, c'est de dire, une fois qu'on connaîtra cette particularité génétique, on pourra commencer un programme de sélection, mais un programme de sélection ciblé sur quelque chose que l'on connaît.
Et donc ça va permettre d'accélérer le temps de sélection. Alors, le dernier point que je n'ai pas évoqué, c'est qu'ici, dans cette plateforme qui existe dans un réseau, hein, mais qui est assez unique en son genre, on a ce qu'on appelle des abris mobiles. Vous voyez ces espèces de serres là, en fait, c'est des parapluies qui sont sur rail et qui permettent de simuler des sécheresses au champ. Alors ça, c'est important parce que nous, notre métier à l'Institut technique, on essaie de se rapprocher toujours des conditions que vivent les agriculteurs. On aurait pu faire ça en pot, on met des petits pots là, et puis après on crée des systèmes de sécheresse, mais vous n'avez pas dans des pots et dans des enceintes climatiques les mêmes caractéristiques techniques que vous avez en système ouvert. Et donc, on a imaginé ces parapluies pour créer des scénarios de stress hydrique. Alors je dis des scénarios parce que vous pouvez avoir des sécheresses précoces, tardives, sur tout le cycle, fortes, pas fortes. Et donc, on protège les parcelles sur lesquelles on veut faire des scénarios de sécheresse de la pluie. Et donc, ça permet de créer 17 climats différents au champ, ce qui est assez exceptionnel, et de contrôler et de regarder comment réagit le végétal. Voilà. Alors en bas, vous avez, ça c'est le dispositif d'Ouzouer le marché. Vous en avez une autre innovation ici, c'est ce qu'on appelle la phénomobile, c'est-à-dire qu'on a dit on ne peut pas baser toutes nos références sur un point qui est instrumenté, lourdement instrumenté, parce qu'en France, on a une très grande variabilité des climats et des situations pédoclimatiques. Et donc, il faut avoir des systèmes plus agiles. Et donc, on a inventé avec nos collègues de l'INRA ce qu'on appelle la phénomobile. D'ailleurs, je crois que le brevet est déposé. Hein, voilà. Et je pense qu'il commence à y avoir des phénomobiles dans le monde. C'est un robot. Vous voyez, c'est une espèce d'enjambeur, là. Qui se débrouille tout seul, il a le plan de l'essai, il passe dans un essai et il fait la même chose que ce que l'on fait ici, mais dans un essai qui a été fait ailleurs. On peut la transporter avec un camion, etc. Et donc aujourd'hui, en France, on fait du phénotypage haut débit sur plusieurs cultures. Et ça, c'est une innovation importante. Et avec derrière du génotypage haut débit, mais tu en diras un mot sur la slide suivante. Moi, je voulais profiter de cette slide pour vous dire qu'au niveau des instituts techniques agricoles, comme d'ailleurs au niveau d'INRAE et de la recherche en France, nous travaillons aujourd'hui sur l'ensemble de ces sujets à l'international. Ne vous imaginez pas qu'on est franco-français. Donc, typiquement, sur le dossier blé dur, on travaille aujourd'hui avec le Portugal, où on a mis en place, on a une station commune, l'Institut des céréales Arvalis, c'est une station commune avec les Portugais, où on a ce type de technologie que l'on a amené d'une manière bien sûr plus légère que celle d'Ouzouer. On travaille avec le Mexique, le blé dur, l'Australie, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Voilà, donc c'est pour vous dire, vous le savez, la recherche aujourd'hui, elle est mondiale et collaborative. Il n'y a plus personne qui trouve quelque chose dans sa cuisine, hein, ça c'est terminé. Et l'autre exemple que je voulais vous donner, c'est le blé tendre, puisque là, on travaille, l'Institut Arvalis travaille avec l'Université d'Adélaïde. On a identifié, les chercheurs ont identifié dans des variétés de blé australiennes une séquence de tolérance à la sécheresse qui a été introduite ces dernières années dans 5 variétés de blé tendre français qui maintenant, par hybridation, hein, et qui maintenant sont testés au champ. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, on n'en parle pas tous les jours dans les médias, mais voilà ce qui est en cours. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. La viticulture travaille avec la Grèce, y compris avec la Crète sur des terres volcaniques où il fait 50 degrés en plein été, etc., etc. Donc on se projette à l'international. On va chercher, c'est assez paradoxal, des fonds européens pour se faire financer sur ces sujets-là de travaux à l'international. Et nous étions, par exemple, il y a 15 jours, l'ensemble du bureau de l'ACTA à la très célèbre université de Wageningen, dont je pense que vous avez tous entendu parler. Nous avons aujourd'hui plus de 50 projets avec cette université sur des pointes extrêmement innovantes, à la fois sur le développement durable et l'adaptation au changement climatique. Mais on va continuer les exemples. Alors, voilà, je vous ai parlé du phénotypage sur les cultures. Bon, c'est assez facile à comprendre. Mais en fait, on s'est dit, mais puisqu'on est capable de faire du phénotypage sur les cultures,
il faut aussi peut-être faire du phénotypage sur autre chose. Et je vais vous montrer des exemples. Là, on travaille sur le phénotypage du système racinaire. Il y a un projet qui a été déposé, un projet européen qui s'appelle Route Tourès, qui mobilise plusieurs partenaires européens, avec l'implication forte d'un de nos instituts, Arvalis en particulier, mais pas que. Et l'idée, c'est de dire, si on veut travailler sur la résilience et la sécheresse, il faut bien sûr s'intéresser à la partie que l'on voit, la partie aérienne, mais il faut aussi s'intéresser au système racinaire. Or, le système racinaire, aujourd'hui, est très peu investigué. Il y a très peu de travaux au niveau international qui travaillent sur le système racinaire. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. On ne sait pas aujourd'hui visualiser de manière simple un système racinaire et surtout d'en faire un outil de phénotypage à haut débit. Et alors, donc, les collègues ont travaillé là. Alors, inutile de vous dire que tous ces travaux sont faits en partenariat avec la recherche française, hein, la recherche académique, évidemment. La présidente présentait, vous savez, le petit diagramme là avec INRA, les instituts et les chambres d'agriculture. Bon, voilà un travail que l'on fait évidemment en étroite collaboration avec INRAE, le CNRS, le CEA, enfin, etc. Voilà. Et là, vous voyez quelqu'un qui nettoie un cadre dans lequel a poussé, alors je crois que c'est du blé, a poussé du blé entre deux vitres. Et donc, on a mis au point des méthodologies pour regarder comment on pouvait qualifier le système racinaire. Et donc, ce qu'on fait, on fait pousser une plante entre deux vitres, sur du sol, bien sûr. Et puis, ensuite, on lave le sol et on peut faire une photographie de la division du système racinaire. Eh bien, figurez-vous que, selon les variétés, le système racinaire n'est pas le même. On savait déjà, par exemple, que les blés hybrides avaient un système racinaire plus développé que les blés conventionnels, mais on n'avait jamais trop poussé la question. On avait travaillé aussi déjà sur du maïs, parce que le maïs a un système racinaire, il y a plusieurs systèmes racinaires qui se mettent en place de manière séquencée dans le temps, et on savait déjà que le développement racinaire du maïs avait une composante génétique. Et là, on en a la confirmation. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir à quelle vitesse ça se développe, jusqu'à quelle profondeur ça va explorer le sol, et puis de quelle manière ça diffuse aussi sur les côtés. Comment ça, voilà. Alors ça, c'est très important en termes d'exploration du sol. Et donc, on commence ce travail. On est au début de l'expérience, mais l'objectif, c'est de pouvoir le caractériser. Et puis après, c'est ce que expliquait la présidente, après, une fois qu'on a identifié des caractères intéressants, il faut aller voir sur le plan du génome, et donc là on fait du génotypage haut débit, c'est-à-dire on regarde le génome d'un grand nombre de variétés pour essayer d'identifier la partie du génome qui est responsable de ce facteur que l'on cherche. Et après, on continue le travail de sélection, etc. Donc ça, c'est très important. C'est une initiative française, née d'une collaboration, les instituts et puis INRAE aussi, qui aujourd'hui est très en avance sur le plan international à ce niveau. Alors, sur les animaux, on fait aussi le même type de travail. Je vous présenterai tout à l'heure du phénotypage sur les animaux. Je vais commencer par quelque chose de très simple. C'est quand on interroge les filières, bon, bien sûr, il y a l'alimentation des animaux qui est en ligne de mire avec le changement climatique, mais il y a aussi la notion de confort des animaux, c'est-à-dire les conditions idéales de fonctionnement de l'animal. Un gros bovin, par exemple, ça a une température idéale de fonctionnement externe d'à peu près 11 degrés. Voilà. En dessous, ce n'est pas optimum. Et au-dessus, l'animal souffre de l'excès de chaleur, puisque le travail de digestion et de fermentation entérique au sein du tube digestif dégage de la chaleur. Et donc, l'animal se trouve dans des conditions de croissance qui ne sont pas optimales. Et donc, on sait aujourd'hui identifier ce qu'on appelle l'indice de confort d'un animal, d'un gros bovin. Et on arrive, par exemple, à dire le bleu, c'est des zones où l'animal a des conditions correctes. L'orange, c'est des conditions où il a un stress modéré.
Et puis le noir, c'est des situations où il a un stress vraiment marqué. Et donc quand on fait des projections de cet indice au cours du temps, eh bien on voit qu'on va vers des situations où le confort des animaux va être extrêmement perturbé. Et donc il faut travailler, il faut réfléchir à des génétiques, à des races qui seront demain mieux adaptées aux conditions de croissance et de vie et d'élevage que celles que l'on a aujourd'hui. Ça pose aussi des questions sur les bâtiments d'élevage. Il y a des réflexions, par exemple, pour dire comment on doit adapter les bâtiments d'élevage pour favoriser les courants d'air, enfin, etc. Alors j'accélère un petit peu. Un autre volet aussi qui est un front de recherche nouveau, on en parlait encore ce matin avec la présidente, c'est nouveau et nous, les instituts, on est force de proposition là-dessus. C'est ce que j'appelle l'univers numérique parallèle. Alors, je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, ça touche tous les secteurs d'activité. Là, vous avez en haut une turbine, là. Et cette turbine, on essaie de travailler sur cette turbine pour limiter les zones de frottement. Et donc, pour voir comment on peut optimiser la construction de la turbine. Alors, ça n'a rien à voir avec l'agriculture, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Et on essaie de travailler pour voir comment on peut limiter les zones de frottement et améliorer les performances de la turbine. Si on fait ça sur une turbine, on en a pour des années. Parce qu'il faut un coup tester un roulement, ensuite l'enlever, tester une autre fabrication de roulement. Enfin bon, bref, c'est un travail considérable. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on fait une turbine virtuelle, un double numérique. C'est-à-dire on paramètre tout ce que l'on sait du fonctionnement de la turbine. Et on travaille sur ce double numérique, sur cet avatar. Et on dit, voilà, comment je peux, par exemple, vous voyez, là, il y a des zones, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est chaud ou si c'est froid, je pense que ça doit être plus chaud et là plus froid. Et donc, on travaille avec des indicateurs numériques sur l'optimisation du fonctionnement. Et une fois qu'on a trouvé une maquette intéressante, à ce moment-là, on peut aller le tester sur la vraie turbine. Donc, on gagne un temps considérable. Et surtout, on va explorer des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées améliorer en travaillant sur l'original. Bon, là, c'est des moteurs d'avion. Hein. Alors, en aéronautique, c'est fréquent. Hein. Aéronautique, maintenant, c'est bon. Et puis, en médecine aussi, c'est extrêmement développé. On travaille, par exemple, sur des doubles. Au niveau du cerveau, par exemple, c'est très développé pour essayer de comprendre les zones du cerveau qui sont en lien avec telle ou telle pathologie, etc. Et on peut là-dessus coupler de l'intelligence artificielle. Ça, c'est encore autre chose. Alors, sur l'agriculture, ça nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que vous avez compris que les systèmes de culture ou de production de demain, qu'ils soient avec des végétaux ou des animaux, ils vont être beaucoup plus compliqués à régler et à optimiser que ceux que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut regarder, ou hier, on pouvait regarder le passé et regarder ce qui marchait bien et dire, bon, ben voilà, on n'a qu'à reproduire ça. Mais demain, ça ne va pas marcher comme ça, parce que les paramètres vont se déformer au cours du temps, et en plus, on rentre dans une période où les conséquences qu'on va avoir sont inédites. Personne ne sait trop comment ça va se passer. Et ne connaît les conséquences de ça. Donc l'idée, c'est d'avoir des fermes numérisées. Ça existe déjà, plus ou moins, mais c'est fait de manière artisanale, d'avoir des fermes numérisées. Et une fois qu'on a ça, on crée un jumeau numérique sur lequel on peut travailler. On peut dire, voilà, si j'enlève une vache, j'introduis une nouvelle culture, je mets une nouvelle règle PAC, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et une fois que j'ai optimisé ça, après, je peux passer à l'expérimentation. Alors, du phénotypage, il y en a aussi sur les animaux. L'Institut d'élevage avait déjà travaillé sur le phénotypage à partir de photos 3D. Alors, il y a une première utilisation de ça, c'est le poids des animaux. C'est-à-dire, vous voyez, on fait passer les animaux là-dedans. Là, c'est un peu comme tout à l'heure, hein, c'est une espèce d'arche avec des capteurs. Ça fait une photo 3D, on fait passer l'animal. Il n'est pas stressé, hein, voilà, on ne le fait pas galoper, il passe, hop, la photo est prise, terminée. Eh ben, on a une photo 3D comme ça et on a développé des algorithmes qui permettent d'évaluer le poids de l'animal.
Et c'est assez précis, hein, c'est assez bluffant comme voilà. Et donc aujourd'hui, on peut imaginer demain des systèmes très simples comme ça qu'on a dans l'exploitation et qui permettent de contrôler le poids des animaux, donc de suivre les performances de son troupeau très facilement, alors qu'aujourd'hui, il faut quand même les faire rentrer dans une cage de contention. Ça peut donner des coups de pied, des coups de corne, enfin, etc. C'est dangereux. Bon, voilà. Et aujourd'hui, on peut aussi regarder l'animal, on peut regarder d'autres caractéristiques et donc faire du phénotypage là aussi, qu'il faudra mettre en lien avec du génotypage pour aller voir les caractères qui nous intéressent. Par exemple, quelques sélectionneurs nous disent voilà, ça nous intéresserait de développer tel critère chez les animaux pour demain être plus rustique vis-à-vis des conditions climatiques, etc. Et on peut le voir avec ça. Bon, alors, un autre levier qu'on regarde aussi, c'est l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle générative, qui, à mon avis, est une véritable révolution. Alors, chacun a son avis. Certains disent, bon, ça ne marche pas, etc. Peu importe, mais ça marchera. Un jour, ça marchera. Et on est dans des capacités de calcul qui sont du milliard de milliards d'opérations par seconde. Et donc, on a des capacités d'aller faire des calculs et d'aller fouiller dans des bases de données qu'on n'a jamais rencontrées. Et donc ça permet de générer de nouveaux algorithmes de calcul qui permettent de travailler. Alors ici, je ne vais pas le faire marcher, c'est une visio, mais je n'ai pas le temps. Ici, c'est la photo d'un poulailler. Alors un poulailler, on met une caméra là, comme ça, là, vous voyez, dans le poulailler. Ça, c'est l'Institut de l'aviculture chez nous qui travaille là-dessus, avec les équipes INRA. Et puis, ce que vous voyez peut-être ici, c'est qu'il y a une caméra qui est intelligente, qui est capable d'identifier chaque poulet. Donc vous avez des milliers de poulets, et elle leur met un numéro, et elle suit son déplacement. Vous savez, c'est comme quand vous prenez une photo, là, vous avez des carrés pour faire la mise au point. Là, c'est pareil. Et donc, vous avez après des zones qui sont surveillées. Par exemple, la zone des abreuvoirs, des mangeoires, etc. Et là-dessus, on met un algorithme pour voir... pour pouvoir diagnostiquer les problèmes dans le poulailler. Par exemple, des animaux qui ne se déplacent pas bien. Quand on est à 1 ou 2%, ça va. Si on dépasse certaines limites, on sait qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, il faut que l'éleveur vienne et regarde un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de son poulailler. Si par exemple, il y a des attroupements trop permanents autour des abreuvoirs, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'eau, enfin, etc., etc. On travaille même aujourd'hui sur les cris des animaux, les vocalises. C'est-à-dire qu'il y a des sons qui sont caractéristiques du comportement d'un animal. Et donc ça peut avoir une signification qu'on est en train de traduire. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ça existe à l'état de prototype. Et demain, ça donnera sans doute lieu à des applications qui vont faciliter la tâche de l'éleveur pour essayer d'optimiser les conditions d'élevage. Je passe parce que j'en ai trop. Un autre sujet aussi qui est en pointe, c'est l'écologie chimique ou l'écologie sensorielle. Nous, on préfère utiliser le terme écologie sensorielle, parce qu'écologie chimique, ça fait un peu suspect. De toute façon, c'est la même chose. Alors, de quoi s'agit-il? On est dans le domaine des phéromones, c'est-à-dire c'est des substances qui sont en très faible quantité dans l'air, que les insectes sont capables de détecter. Il faut avoir en tête que les antennes des insectes sont capables de détecter, ont une puissance de détection qui est à peu près 3000 fois supérieure à l'être humain. Un chien, un pisteur, c'est à peu près 250 fois. Mais un insecte, c'est 3000 fois. Donc vous voyez, il est capable d'aller identifier quelque chose que même nos appareils sont en limite de détection. Et donc, c'est ce qui explique que tel ravageur, il va se poser sur telle culture, mais pas sur telle autre. C'est parce qu'il y a une concordance. Et donc, on travaille aujourd'hui pour identifier ces substances. Et par exemple, ça peut être utile pour lutter contre un insecte là, qui s'appelle la bruche de la févrole ou du pois. C'est un animal qui fait un trou dans le pois et donc après, le pois ou la févrole est inconsommable. Personne ne va manger ça. Bon, un focus aussi sur la gestion de l'eau. Pour vous dire que évidemment, la gestion de l'eau fait aussi partie du système. La gestion de l'eau, ce n'est pas qu'une question, c'est un sujet qui est complexe, hein, et puisqu'il faut travailler avec les matériels, les outils de décision, les réserves des sols, les pratiques culturelles, et bien sûr la question de la réserve.
Et donc aujourd'hui, une des questions qui est sur la table, voilà, qui est une évidence pour beaucoup d'agronomes, c'est de dire si on a des volumes d'eau qui sont à peu près stables sur l'année, on sait qu'il y en aura plus en hiver et il y en aura moins en été. Donc il faut réfléchir pour voir comment on peut créer de nouvelles ressources. Et je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre en la matière. J'ai fait cette plante, je ne vais pas la commenter, simplement pour vous situer quel est le niveau de l'irrigation en France. On n'est pas du tout... voilà, il y a 6% de la surface qui est irriguée. Ça consomme une faible proportion de l'eau qui tombe sur le territoire. Et les quantités d'eau que l'on apporte à l'hectare sont en dessous de la moyenne européenne. Et dans le monde, aujourd'hui, vous avez à peu près 20% des surfaces qui sont irriguées, comparé aux 6%, vous voyez, c'est complètement différent. Et ces 20% de surfaces irriguées dans le monde sont à l'origine, alors selon les publications, selon la FAO ou d'autres acteurs, sont responsables de 30 à 40% de la nourriture que nous utilisons, nous consommons. Donc, vous voyez, l'irrigation dans le monde aujourd'hui est un facteur de production important. Alors la France ne sera jamais irriguée partout, mais si au moins on peut conserver les zones irriguées, voire les développer, ça peut être un atout important. L'agrivoltaïsme. Ah oui, oui, il faut que je vous passe la main. Alors, l'agrivoltaïsme, on l'évoquera dans les questions. Voilà, hop. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a le côté financier aussi. On en a parlé en début de... je finis et je vous passe la parole. Voilà, ça c'est le côté financier, il ne faut pas l'oublier. La présidente en a parlé. La technique, c'est une chose, mais il faut aussi créer des instruments financiers qui permettent aux agriculteurs de faire face à des aléas de trésorerie. Bon, et puis après, il y a le stockage de carbone. Ça, c'est aussi la contribution positive au climat. Je voulais signaler cette innovation. On a un institut dans le groupe qui travaille sur les algues. On a un institut qui travaille sur les animaux. Et on s'est aperçu qu'il y a des algues qui permettent de diminuer l'émission de méthane entérique de presque 100% en laboratoire. Et donc, on est en train de travailler là sur l'incorporation d'algues très spécifiques dans l'alimentation des bovins. Et on pense qu'en 2035, on devrait réduire l'émission de méthane entérique d'à peu près une trentaine de % au niveau de l'élevage français, ce qui serait assez considérable. Bon, ça, je passe. C'est le stockage de carbone dans les sols. Je vous en dirai un petit mot. Peut-être un petit mot là-dessus, pour vous dire qu'on a aussi des réseaux européens où on travaille avec d'autres instituts. Par exemple, dans Climate Farm Demo, on a mobilisé 28 pays et 1500 fermes dans lesquelles on propose de mettre en place des pratiques culturales pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un réseau international et qui est piloté par un de nos instituts, qui est l'Institut de l'élevage. Donc vous voyez, en Europe, sur certains sujets... C'est aussi pour dire, Jean-Paul, dans cet exemple, vous dire qu'on travaille aussi, on ne travaille pas de manière descendante. Là, c'est typiquement un travail ascendant. C'est-à-dire qu'on est chez les agriculteurs, on observe ce que ces 1500 exploitations font, et après, les chercheurs vont en tirer des conclusions et des applications pour notre agriculture. Voilà, je suis presque arrivé. Alors, bon, vous voyez, je vous ai donné quelques exemples. Il y a des innovations de rupture. Alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'on ne pourra pas faire face aux changements qui sont devant nous sans innovation de rupture, c'est-à-dire des choses qu'on ne connaît pas, mais qui peuvent changer complètement la donne. Et j'en ai mis ici quelques exemples. Vous voyez, il y a la question autour des engrais azotés, je pourrais y revenir si vous le voulez. La maîtrise des fermentations entériques, j'en ai parlé. L'intelligence artificielle, c'est une innovation de rupture qui, à mon avis, peut nous faire changer d'orbite. Du point de vue de la génétique aussi, les NBT, ces nouvelles méthodes d'édition du génome peuvent ouvrir des univers très intéressants, etc., etc. Et puis je termine là-dessus pour vous dire que s'adapter au changement climatique, ce n'est pas un levier, c'est un ensemble de leviers qu'il va falloir combiner, sans oublier la formation, qui va être un sujet important. Je regarde votre président, parce qu'on ne pourra pas digérer tout ça sans faire un effort de formation. Et puis, toutes nos excuses pour le débordement. Voilà. Pas de souci. On peut applaudir, je pense, pour... Donc, merci beaucoup pour cet exposé très positif sur
ce que les instituts techniques essayent de faire pour faire progresser notre agriculture et s'adapter au changement climatique. On va pouvoir prendre une ou deux questions assez succinctement si certains en ont dans la salle. Je vais repasser le micro à Jean qui vous amène le micro. N'hésitez pas, soyez pas timide. Bonjour et merci. Ma question portait sur le clivage nord-sud au sein de l'agriculture française. Comment assurez-vous la représentativité de l'agriculture en France avec peut-être un clivage climatique qui se creuse entre les agricultures au nord et au sud? Et notamment peut-être vous, madame, qui exploitez dans la Drôme, comment voyez-vous nos systèmes de l'ouest de la France qui sont assez différents? Et comment voyez-vous le futur là? Alors, d'abord dire qu'il n'y a pas de clivage nord-sud. Ce n'est pas démontré par les modèles. Donc, c'est assez paradoxal. Quand on regarde les projections du GIEC et puis certains travaux qu'ont fait également INRAE à partir de ça, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Il n'y a pas le nord de la Loire et le sud de la Loire. Absolument pas. Et donc, on a des territoires au nord-est de la France qui ne savent même pas qu'on est en changement climatique, qui n'ont jamais rien vu. Et puis, on a des territoires, par exemple, dans le sud-est, qui sont fortement impactés. Et pour vous donner un exemple, si vous connaissez la région Rhône-Alpes, là où le changement, ce n'est pas intuitif pour moi, le changement est le plus important, ce n'est pas à Montélimar où j'habite, c'est les pâturages en Savoie. C'est-à-dire que la Haute-Savoie, aujourd'hui, à 2000 mètres d'altitude, a des augmentations de température qui sont considérables, de plus d'un degré déjà, et avec un impact sur... voilà, Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est quand même une mosaïque, et ça va être plus compliqué que de dire c'est le nord qui va s'en sortir et pas le sud, etc. Voilà. Et il y a des effets comme ça qui ne sont pas forcément intuitifs quand on regarde la complexité du sujet. C'est bien pour ça qu'il y a eu ce diagnostic territorialisé. Vous ne pouvez pas de Paris conduire l'adaptation au changement climatique. Impossible. Voilà. Donc c'est bien à l'échelle des territoires qu'il va falloir travailler. Et nous, on se met en position aussi, les instituts techniques. Voilà, on est présent sur 200 sites en France. On se met vraiment en position de travailler à chaque endroit le sujet. Et le ministère de l'Agriculture, je crois, considère qu'en France, nous avons 200 territoires d'un point de vue pédologique et climatique. Voilà. Donc on est déjà dans la complexité. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question concernant les solutions que vous avez proposées, et notamment la sélection de variétés pour la résilience, et notamment grâce au génotypage. Comme on l'observe en production animale, la sélection parfois de marqueurs génétiques peut entraîner l'apport de mutations délétères. Est-ce que des recherches sont engagées sur ce sujet-là et pour anticiper l'apport de mutations ou de choses qu'on ne pourrait pas prévoir pour les productions futures en végétal? Oui. Alors oui, j'ai parlé du végétal, voilà, qui fait des travaux sur la recherche et l'amélioration des variétés. Et les productions animales s'interrogent aussi beaucoup sur c'est quoi les animaux des prochaines années. Et il y a des choses étonnantes, par exemple, ils nous disent il nous faudrait sans doute des animaux qui aient une capacité de digestion meilleure des fourrages grossiers, parce qu'on pense que la production des fourrages va être impactée par le changement climatique, donc la digestibilité va être plus faible, donc il va falloir améliorer ce caractère. D'autres réfléchissent sur la taille des animaux, en disant peut-être qu'il nous faut des animaux plus petits, moins sensibles au stress hydrique, etc. Il y a aussi la sensibilité des animaux à l'abreuvement. Il y a des animaux qui dans la diversité génétique, on sait qu'ils ont des besoins en eau d'alimentation plus faibles. Bref, on commence déjà
à identifier quels sont les caractères qui nous intéresseraient. Aujourd'hui, la sélection sur les animaux travaille avec ce qui est réglementairement accepté en France. Donc il n'y a pas de processus génétique qui se rapproche des organismes génétiquement modifiés. Il y a la question de l'édition du génome qui reste en suspens, qui va sans doute atterrir. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une puissance très forte en France de la sélection des animaux qui est très bien organisée. Et l'idée, c'est, on a des bases de données génétiques importantes, et déjà le premier travail, c'est d'identifier quels sont les caractères que l'on connaît déjà, que l'on souhaiterait améliorer. Ça, c'est un premier travail qui est à notre portée, mais il faut aller fouiller dans des bases de données considérables qui existent dans les filières animales. Et après, il y a les autres technologies. Et là, vous pensiez peut-être à l'édition du génome. Et sur l'édition du génome, il y a un travail qui est en cours là, au niveau européen sur lequel on réfléchit aussi. L'édition du génome, c'est une question qui est posée dans le cadre de l'édition du génome. Et justement, cette technologie permet de cibler davantage les choix que l'on fait au niveau du génome et d'éviter les erreurs, on va dire, de transcription qui sont des effets non souhaitables. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il y a du travail qui est fait, et ça peut être une technologie intéressante. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui à l'ACTA, avec INRAE, bien sûr, le ministère de l'Agriculture et tous les instituts qui sont concernés de l'élevage, on essaye de réfléchir à un grand programme pour l'élevage. Parce que voilà, on sait qu'il y a un vrai sujet générationnel chez les éleveurs qui est encore beaucoup plus important que dans le domaine végétal. Et donc, pour vous dire, lorsque l'on interroge des gens comme France Génétique, Élevage ou Eliance, qui regroupent 70% de la génétique française d'élevage, ils nous disent eh bien, ce que demande l'éleveur aujourd'hui, c'est une race facile à élever. Voilà. Donc on voit qu'il y a vraiment un changement des demandes qui sont faites aujourd'hui par rapport peut-être au litre de lait qu'on avait l'habitude de mesurer il y a 30 ans dans la génétique. Et je vous donne un autre exemple. L'Irlande, aujourd'hui, est en train à lancer un très grand plan pluriannuel avec des sommes importantes d'argent pour faire un génotypage de l'intégralité de sa race bovine. Ceci pour justement regarder si, quand cette carte aura été faite de leur génétique en Irlande, ils puissent retrouver de la rusticité, peut-être, qu'on a perdue aujourd'hui suite aux différentes sélections de ces 20 dernières années, et avoir une meilleure capacité d'adaptation. Donc voilà un petit peu les réflexions qui sont conduites aujourd'hui au niveau européen, mais aussi au niveau français. Merci beaucoup pour ces belles réponses, et je suis désolé mais on va être obligé d'arrêter les questions là. Je vais dire un mot si tu veux bien, Allez-y. Président. Moi je voulais juste dire un mot parce que je ne peux pas rater cette occasion-là. Je voulais vous dire, nous embauchons dans les 19 instituts techniques d'élevage et même à l'ACTA. On fait un boulot formidable. On a besoin de toute la chaîne. Voilà, ça va du technicien au chercheur en passant par l'ingénieur projet. Et je vous laisse méditer juste sur une chose. On aurait pu vous dire encore beaucoup de choses, mais voilà, on va s'arrêter là, je rassure les organisateurs. On a parlé de l'écologie sensorielle. Moi, je vais vous donner à réfléchir si vous voulez faire des trucs passionnants dans les années qui viennent. Si je prends l'astronomie, on fait de l'astronomie depuis l'âge de bronze, d'accord? Et la preuve, c'est qu'on est capable d'envoyer, de faire vivre des gens dans le ciel. L'écologie sensorielle, elle n'a que 30 ans d'âge. Tout est à trouver. C'est peut-être demain la seule piste qu'on aura d'alternative aux insecticides. Voilà. Donc je vous laisse méditer là-dessus pour que, si vous avez envie de faire des trucs que personne n'a jamais fait dans l'humanité, je crois qu'il faut se rapprocher de nous. Voilà. Merci de m'avoir donné cette occasion. Merci beaucoup à vous, on peut applaudir une nouvelle fois.
Et justement, après avoir eu un panorama de ce que fait aujourd'hui les instituts techniques pour le progrès de l'agriculture, on va accueillir 2 étudiants qui vont nous présenter de façon plus large leur vision de l'agriculture durable. Donc on accueille Jean Épère et Jean-Baptiste Drogou. On peut les remercier et les applaudir déjà pour leur prestation. Quand allons-nous arrêter d'aller contre? Contre le ravageur qui accapare notre culture, contre le manque d'eau d'un maïs jaunissant, ou contre la mauvaise herbe qui dérange, là, au milieu d'un beau colza. Et comme on le lisait dans la presse en ce début d'année, agriculteurs contre le gouvernement, agriculteurs contre la grande distribution ou contre les écologistes. Peut-être que demain, nous trouverons l'échappatoire. Dans l'impasse, nous y sommes. Les données scientifiques qui le démontrent ne manquent pas. Et les constats que tout à chacun peut faire sont nombreux. Perte de la biodiversité, phénomène d'érosion et encore phénomène météorologique extrême. Pourtant, le système agricole peine à se transformer. Les multinationales ont la main mise sur le travail des agriculteurs et la financiarisation de l'agriculture s'impose. La coordination entre tous les acteurs de la filière agricole et alimentaire est en péril. Attentes du consommateur, aléas climatiques, incertitudes économiques, reconnaissance ou encore dignité sont autant d'enjeux auxquels doit faire face le monde agricole. Il est donc grand temps de construire une agriculture durable pour aujourd'hui et pour demain. Il n'y aura pas une mais des agricultures qui, ensemble, diverses, développeront une forte résilience. De toute évidence, cette agriculture sera viable, équitable et vivable. On nourrira sainement la population, on en tirera des bénéfices décents, tout en portant la plus grande attention qui soit à la nature qui nous entoure, car, qu'on le veuille ou non, c'est bien cette nature qui conditionne notre capacité à nous nourrir, donc à vivre. Rien de novateur ou d'utopiste dans ces idées, eux l'avaient compris depuis longtemps. Je pense bien sûr à Pierre Rabhi, Félix Noblia ou encore Bernard Renault. L'un privilégiait l'aspect environnemental et social dans ses pratiques, l'autre privilégiait la rentabilité économique de son système tout en considérant pleinement l'environnement qui l'entoure. Et le troisième incarne une prise de distance vis-à-vis de ces pratiques, guidées par l'industrie chimique au temps de la Révolution verte. Mon impression est qu'aujourd'hui, la connaissance scientifique, bien qu'elle existe, peine à se diffuser dans le monde agricole. Celle-ci occultée bien sûr par les firmes phytopharmaceutiques et pétrochimiques, ainsi que le manque de volonté politique. Réfléchir à nos pratiques et à nos choix est pourtant primordial quand d'ailleurs aujourd'hui on porte le nom de chef d'exploitation. Un titre qui semble s'affranchir du bon sens paysan, du contact à la terre et de l'impact de nos outils de production. Il faut comprendre le fonctionnement de ces outils pour en tirer tous les bénéfices possibles sur le long terme. Du peu de vivant qu'il nous reste, il faut alors de toute urgence l'intégrer dans nos travaux agricoles, le considérer comme un véritable allié et non pas comme une contrainte, voire un ennemi. Paysans, fermiers ou chefs d'exploitation, reconnaissons les services rendus par la nature. Alors on aura trouvé la clé, et enfin nous n'irons plus contre, mais avec. Alors à nous, étudiants, à l'École supérieure des agricultures, pesons la chance que l'on a d'avoir accès à cette connaissance, d'avoir des clés de compréhension du monde qui nous entoure, gardons un pied dans l'enseignement et lançons l'autre à la conquête des transitions agricoles. Merci. Comment concilier des modes de production respectueux de l'environnement, un revenu décent pour nos agriculteurs et des produits de qualité accessibles à tous? Voici plusieurs des problématiques sur lesquelles nous, étudiants à l'ESA, sommes formés. Au cœur de nos modes de vie, l'agriculture est un secteur clé au sein des territoires sur lesquels de nombreux acteurs agissent en faveur d'une agriculture durable. Alors, si la notion de développement durable est plutôt bien comprise dans l'ensemble et ne présente pas beaucoup d'ambiguïté, répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, comme l'a défini le rapport de Brundtland en 1987, son application, et notamment au sein même des filières agricoles, suscite le débat. L'objectif de ma prise de parole n'est pas de confronter nos visions, vos visions, ou encore ma vision, mais plutôt de porter un discours rassembleur, un discours porteur d'avenir. Car oui, trop souvent, nous sommes témoins d'un débat polarisé, un débat qui oppose
les différents modèles agricoles, qu'ils soient français, qu'ils soient européens ou encore mondiaux. Et à mon avis, cette opposition ne sert ni notre cause, ni notre avenir. Au contraire, c'est en unissant nos forces et nos idées que nous pourrons réellement avancer dans cet objectif d'agriculture durable, et ce, pour les décennies à venir. Alors, quelle est donc cette agriculture durable que nous devons construire ensemble? Elle est avant tout une agriculture respectueuse de l'environnement, qui préserve nos espaces naturels et qui favorise la biodiversité. Elle est également une agriculture juste, socialement juste, qui garantit les conditions de travail dignes pour les agriculteurs et qui assure un accès équitable à une alimentation saine et de qualité pour tous. Alors vous me direz, comment peut-on atteindre cet objectif? À mon avis, c'est en travaillant ensemble, en mettant de côté nos différences pour se concentrer davantage sur nos points communs, en encourageant l'innovation, la recherche, la technologie, en investissant dans des pratiques agricoles durables et en soutenant nos agriculteurs dans cette transition nécessaire. Alors oui, cela nécessitera des efforts collectifs, des politiques ambitieuses et un engagement de la part de chacun d'entre nous. Mais je suis convaincu, nous sommes capables de relever ce défi. Ensemble, nous pouvons bâtir une agriculture qui sera à la fois source de nourriture et à la fois source de biens pour notre planète. Et c'est ce pourquoi, à mon avis, l'ESA nous forme actuellement. Alors, capitalisons sur nos discussions, capitalisons sur nos contradictions, nos débats, nos échanges, que nous pouvons avoir entre nous, étudiants, professeurs, etc. Et gardons en tête que l'agriculture est peut-être l'unique secteur qui pourra ou qui peut répondre aux problématiques actuelles de changement climatique. En espérant que le message passé au travers de cette prise de parole insufflera un élan de positivité à l'ensemble des acteurs ou des futurs acteurs qui agissent ou qui agiront pour permettre d'atteindre une agriculture plus durable pour les générations à venir. Merci de votre écoute. Bonne journée. Merci à vous pour ces deux superbes discours. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois très très fort. Ce n'est pas un exercice facile et ils l'ont très bien fait ce matin. Encore une fois, merci à Anne-Claire Vial et Jean-Paul Borde pour aussi l'exposé de ce matin qui lance un élan de positivité dans l'avenir de l'agriculture durable en France et dans le monde, puisqu'on a vu que vous travaillez avec tout le monde. Pour ce qui en est du reste de la journée, on se retrouve bien sûr cet après-midi à 13h15, même endroit, qui commencera par une intervention de Thierry Blandinière, directeur général du groupe InVivo. Bon appétit et à cet après-midi.